Et bonjour, c'est Nicolas de l'Immobilier Compagnie, bienvenue dans cette nouvelle émission. Et aujourd'hui, je vais te proposer une contre-opinion d'une vidéo qui m'a été envoyée par Michel. Donc déjà, merci Michel, parce que j'aime beaucoup ce genre d'exercice. Et je veux, avant qu'on attaque, te donner des recommandations d'usage, mais pas celles de d'habitude, que je te donnerai ensuite. Là, ce sont des recommandations importantes. Cette émission va être très singulière, puisque, et j'en ai conscience, je m'apprête à apposer un avis sur une opinion générale qui est opposée à ce que la plupart des gens pensent. Donc, je te le dis avant, en gros, on va écouter ce qui est une vidéo, mais que moi je vais garder en audio, et qui partage une opinion qui est largement partagée, qui est largement, adoptée, que beaucoup de gens pensent. Enfin, c'est une vidéo qui analyse la situation telle que nous vivons actuellement dans le système moderne financier. Et moi, je vais te montrer qu'en fait, je suis non seulement pas du tout d'accord avec ce qui est dit là, mais je vais essayer de te montrer avec mes arguments que ce qui est mis en avant est fallacieux et que de mon opinion, de mon point de vue, et que en tout cas, avec ce que moi j'ai comme argument, je vais te proposer une autre vision du monde que tu n'es pas obligé d'accepter, que tu peux réfuter, avec laquelle tu peux ne pas être d'accord. Rien ne me dérangera. L'intérêt ici, c'est que tu écoutes deux avis divergents sur la vision qu'on a de l'argent. Bien évidemment, ces deux avis impliquent un résultat différent. L'avis du reportage est très négativiste, donc pas du tout optimiste. Et mon avis à moi est très positif et bien évidemment plus joyeux et te permet à terme, à mon avis, de gagner plus d'argent. Mais c'est qu'une question de point de vue. En tout cas, pour moi, ça illustre parfaitement que les croyances impliquent les résultats qu'on obtient. Tu as le droit de ne pas croire en ce à quoi je crois. Tu as le droit de penser différemment. Il n'y a aucun problème. J'ai le droit de penser différemment. Et je m'apprête dans cet exercice délicat à te montrer que voilà, il y a une manière de penser générale. Je m'y oppose. Je lutte et je milite pour te montrer que il y a d'autres façons de procéder. Maintenant, tu peux ne pas être d'accord. Et l'essentiel, c'est d'entendre ce que j'ai à dire et d'écouter ton cœur. Et c'est ce que je te souhaite. Mais avant d'attaquer l'émission, je te rappelle les recommandations d'usage. Prends le téléphone d'un ami et abonne-le sauvagement à cette émission. Tu lui dis, écoute, c'est de la bombe bébé. Écoute cette émission, tu vas voir, ça va changer ta manière de penser. Et pour le coup, celle-là, vraiment, elle va changer ta manière de penser. Ou alors, tu me laisses des étoiles et un commentaire là où tu écoutes cette émission. C'est encore ce qui m'aide le mieux. Sinon, tu vas sur immobiliercompagnie.com. Dans l'onglet formation, il y a mes formations. Dans l'onglet livres, il y a mes livres. Tu cliques et soit tu rentres avec moi dans l'apprentissage de comment devenir libre financièrement avec l'immobilier, soit tu reçois les livres dans ta boîte aux lettres. Et les livres comme les formations, c'est complet. Il n'y a pas de piège ni rien. Tu obtiens des connaissances que tu acquiers et que tu peux utiliser après au quotidien. Sinon, si rien de tout ça ne te convient, il reste toujours les coachings où là, tu prends un rendez-vous avec moi et on travaille en one-to-one sur ton projet. Je te laisse aller sur immobiliercompagnie.com. Je ne suis pas inquiet, tu vas trouver. Sans plus de transition, on attaque avec cette courte émission qui, j'espère, te plaira autant que les autres. Patrick Magnéto. Quand vous regardez le monde réel, vous pouvez comprendre qu'il n'a pas été conçu pour que les gens soient riches. Si nous divisons toutes les richesses du monde entre tous les gens, tout le monde serait millionnaire. Mais le système est conçu de telle sorte que quelques personnes possèdent la richesse et le reste des gens ne la possèdent pas. Et parce qu'il est conçu comme ça, et parce qu'il a été établi depuis des milliers et des milliers d'années, la personne ordinaire doit déployer une certaine quantité d'énergie transcendante pour s'extraire d'un système qui n'est pas conçu pour vous aider. Bon, alors dès l'ouverture, on te raconte n'importe quoi. Donc en gros, il y a un stock d'argent qu'on se partage. C'est une question que je te pose régulièrement. Est-ce qu'il y a un stock d'argent que l'on se partage ou est-ce que l'argent est sans limite et du coup, il y en a pour tout le monde? Et ça, c'est une vraie question. Et le problème, c'est que là, directement, le mec, il prend parti. Il dit, ouais, il y a une richesse et on se la partage. Du coup, il y a une partie des gens qui en ont beaucoup plus que toi et du coup, tu te fais avoir. C'est totalement faux. La réalité, elle n'est absolument pas liée à ce qu'il vient de dire. Je vais te montrer tout de suite une preuve. Imaginons que tu crées un jeu vidéo. Tu peux vendre ce jeu vidéo à l'infini, en fait. Comment toutes les personnes de la planète font pour t'acheter ton jeu vidéo si l'argent est un stock qu'on se partage? Parce que ton jeu vidéo aujourd'hui, tu le vends sur Steam ou sur je ne sais quelle plateforme en ligne ou sur même l'Apple Store. Tu n'as pas de limite de stock. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de limite physique à ce que ton jeu soit vendu à tous les individus de la planète. Si on est 10 milliards sur la Terre, 10 milliards de personnes peuvent acheter ton jeu puisque tant qu'il y a de téléphone, il y a de gens qui peuvent acheter ton jeu. Donc la limite n'est pas liée
à une production quelconque. Je parle de jeux vidéo pour l'instant. Hein. Et deuxièmement, et c'est là que ça devient intéressant, toutes ces personnes ont un salaire. Alors tu vas me dire, oui, il est au chômage, ou... peu importe, ils ont tous un salaire. Donc ils peuvent tous te l'acheter. Si 9 milliards de personnes te donnent 1 euro, tu as 9 milliards d'euros. Tu comprends le raisonnement? Donc tu vois bien que, en soi, ta vraie difficulté, c'est pas l'argent. C'est le jeu vidéo que 9 milliards de personnes vont vouloir acheter. Ça, c'est plus compliqué à produire. Donc déjà, l'argument de dire on a une richesse qu'on se partage, c'est fallacieux. Et en plus, le mec prend parti pour toi. Et derrière, il te dit ça fait des millénaires que c'est comme ça a toujours été comme ça. Et là aussi, c'est faux. Fais des recherches. Tu prends l'Empire romain et prends par exemple la qualité de la monnaie romaine pendant l'Empire romain et qui en fait, au fur et à mesure que l'Empire romain avançait, était de moins en moins bonne qualité parce que les Romains recoupaient leurs pièces avec du plomb ou de l'argent. Leurs pièces d'or étaient coupées et la pureté de l'or se réduisait avec le temps pour justement produire de la monnaie pour que tout le monde puisse en avoir. Depuis toujours, il y a de la monnaie à profusion et depuis toujours, en fait, il y a cet argument fallacieux qui consiste à dire il n'y a pas assez d'argent pour tout le monde. Non, le vrai problème, c'est qu'il y a une immensité de conneries qui se propagent et la connerie c'est infini. Bon, tu me diras c'est comme l'intelligence mais bon ça se propage beaucoup plus vite que l'intelligence malheureusement et le problème c'est que personne ne prend le temps de se poser les bonnes questions pour justement se rendre compte qu'en fait il y a de l'argent pour tout le monde. Maintenant la réalité c'est que tout le monde ne va pas le chercher et c'est ce qui crée la différence entre ceux qui en ont et ceux qui n'en ont pas. La façon dont le système est conçu est que si vous travaillez vraiment dur, il vous crachera juste assez d'argent pour vous maintenir juste au-dessus de ce que j'appelle le seuil de révolution. Vous savez, ce niveau où vous n'êtes pas dans la rue en train de manifester et démonter le système, mais où l'on vous donne assez d'argent pour que vous puissiez continuer et ne pas ruiner le système. Vous savez, ce niveau de richesse qui permet au système de subsister tout en vous laissant au fond d'un trou. Mais qui lit ce message, bordel? Sans même réfléchir à ce qu'il est en train de dire. La réalité, elle n'est pas belle. C'est que ce message s'adresse à toutes les personnes pauvres dans leur tête, qui ne sont responsables de rien et qui préfèrent se dire que c'est la faute du système plutôt que leur faute à eux. Le système te donne la somme d'argent pour laquelle tu as convenu d'être payé. Et le fait est que cet argent, c'est toi qui décides de le dépenser ou pas. Toutes les dépenses que tu as chaque mois sont liées à tes choix. Ça t'emmerde, ça te plaît pas, ça te dérange, t'es pas d'accord, eh ben devine quoi, je m'en fous, c'est la réalité. Le vrai problème, c'est que tu es la seule personne qui prend ces décisions et qui décide de ne faire rien d'autre avec ton argent que le dépenser. Et tant que tu resteras dans ce modèle, eh ben devine quoi, effectivement, et c'est pas la faute du système, c'est que ta faute à toi, tu n'avanceras pas dans la vie. Et le malheur, c'est qu'il y a des personnes qui font passer ce genre de message, qui déresponsabilisent tous ces gens qui déjà ne veulent pas être responsables et qui en plus leur font croire que c'est la faute du système. Ces idées sont dangereuses. Le système n'a rien à voir. D'ailleurs, j'ai une question encore à te poser et je t'invite à lire mon livre « Devenir riche sans argent », tu t'as pris sur Amazon. Comment ça se fait que moi j'ai travaillé une fois dans ma vie en tant que salarié et que cette fois pendant laquelle j'étais salarié alors que je n'avais aucun diplôme, bon j'étais à mi-temps c'est vrai et j'étais un profil particulier c'est vrai, mais admettons, c'est pas la question. Disons que pourquoi pendant cette période c'était moi qui étais le mieux payé de tous mes collègues parce que j'ai négocié un salaire différent de mes collègues à un moment donné. Et comment j'ai fait? J'ai négocié. Ce que la plupart des gens ne font pas. Et comment j'ai fait pour négocier d'une manière que la plupart des gens ne font pas? J'ai posé ma démission. Et après avoir déposé ma démission, mes employeurs m'ont dit « Non, vous ne partez pas ». Et comme ils voulaient me garder, j'ai pu négocier. Et si tu veux, qu'est-ce qui m'a permis de pouvoir partir? J'avais des investissements. Et pourquoi j'avais investi? Parce que je savais que mon argent n'avait aucune valeur si je le dépensais. Et ça, c'est pas le système qui t'explique, c'est à toi de t'éduquer pour comprendre comment ça fonctionne. Arrête de dire que c'est la faute des uns et des autres. Comprends que toute ta responsabilité est sur tes épaules. Personne ne viendra jamais t'aider. Personne ne viendra te donner de l'argent. Tu es seul face à tout ça. Et il n'y a que en faisant l'effort de t'élever que tu arriveras à t'élever. Mais si tu continues à te déresponsabiliser comme c'est décrit à ce stade déjà, dans ces quelques minutes de reportage, j'aime autant te dire que tu n'iras pas très loin dans ta vie. Et c'est pas ce que je souhaite pour toi. Le monde dans lequel nous vivons n'est détenu que par quelques personnes. Disons que 500 à 1000 familles possèdent le monde entier. Et elles possèdent aussi le gouvernement. Elles possèdent les sociétés. Elles possèdent les systèmes bancaires. Elles possèdent toutes les institutions financières. Elles dictent les intérêts que vous allez payer, le montant de votre loyer, les conditions de votre hypothèque. Elles décident de tout pour vous.
Et elle décide aussi de la quantité d'argent que les citoyens lambda recevra. Et si vous êtes, disons, un petit homme d'affaires et que vous avez ouvert une entreprise, vous allez l'ouvrir dans ce type de schéma énergétique, dans un schéma énergétique de restriction, de contrôle, où on doit garder tout le monde sous contrôle, leur en donner un peu pour qu'ils ne se révoltent pas, mais ne pas leur en donner trop, parce que nous ne voulons pas que ces gens sortent du lot et deviennent autonomes, et commencent à enlever le contrôle que ces grandes personnes ont. Ah, je me marre. Ah, c'est... Ce qu'il y a de bien, remarque, et de très pratique dans ce genre de conception du monde, c'est que rien n'est ta faute en fait. Donc du coup, il y a des gens qui te contrôlent, ils te contrôlent toi, l'argent que tu as, enfin, tout est sous contrôle. Donc toi, tu contrôles rien, donc rien n'est ta faute en fait. Rien, mais alors rien n'est ta faute. Quand tu vas t'acheter tes trucs débiles au magasin, c'est pas ta faute. Quand tu te réveilles en retard le matin, c'est pas ta faute. Oh, quand à la télé, il y a vraiment rien et que tu veux pas lire de livre, c'est pas ta faute. Mais vraiment, rien n'est ta faute dans ce monde. Mais ce qu'il y a de pratique avec ce genre de choses, ben, c'est très simple. C'est qu'en fait, déjà, ça dénote quand même d'un certain comportement général qu'il ne faut pas croire, comportement qui est quand même largement répandu dans notre société parce que ça t'arrange en fait. Ça t'arrange de te dire c'est pas ma faute, c'est pas moi, c'est lui, c'est elle. Oh, c'est le méchant riche qui contrôle le monde. Alors, bon, je vais quand même te donner des explications. En fait, si tu veux, l'être humain est gouverné par ses intérêts. C'est impossible que justement à ce niveau-là, les intérêts ne se heurtent pas. Quand tu évolues dans les milieux financiers, tu te rends compte de deux choses. Premièrement, c'est qu'il y a des intérêts qui s'opposent et il y a des intérêts qui se marient. Il faut que tu l'entendes, c'est réel ce que je suis en train de te dire. Donc c'est vrai, il y a une partie de ce qui est dit là que je ne peux pas nier. C'est-à-dire qu'à un certain niveau, il y a tellement d'argent en jeu que deux personnes qui ont beaucoup d'argent, au lieu de rater l'affaire, au lieu de passer à côté et de se faire la guerre et de tout perdre, ils vont s'unir pour faire l'opération. Ensuite, et ça je veux le dire d'un autre côté, il y a les intérêts qui s'opposent, où on finit en guerre, tout le monde perd tout, et où malheureusement ça n'aboutit pas, et il n'y a pas de machiavélisme comme on peut le croire. Mais une coopération générale avec tous les services tels qu'ils sont décrits ici, les banques, les gouvernements, ils possèdent ceci, non, ça n'existe pas. En fait, ce que les gens ne comprennent pas, c'est que souvent, par exemple, les choix sont faits pour des raisons généralement fiscales d'abord, et ensuite parfois de pouvoir. Je ne vais pas le nier, le pouvoir rentre en ligne de compte, mais très souvent, c'est un sujet avec lequel beaucoup de gens ne sont pas d'accord avec moi, mais le pouvoir et l'argent ne font pas bon ménage. Par contre, il est vrai que certaines personnes arrivent à acquérir du pouvoir au travers de choix d'entreprise. Je pense notamment aux grosses fortunes qui possèdent des médias. Ils ont un pouvoir qui existe, que je ne nie pas, je ne suis pas stupide, j'ai conscience de ça. Mais ce que j'essaye de t'expliquer, c'est que le pouvoir médiatique va pas généralement de concert avec le pouvoir politique. La politique, c'est un pouvoir. L'argent, c'est un autre pouvoir. Bizarrement, tu peux ne pas être d'accord avec ce que je vais t'expliquer, mais la raison pour laquelle tu as l'impression que les politiques sont des idiots, c'est parce que le pouvoir politique n'a pas de prise sur le pouvoir monétaire. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a ce qu'on appelle des banques centrales et que le système des banques centrales n'est pas coordonné avec le système politique. J'ai un exemple vraiment très simple à te mettre aujourd'hui sur la table qui est que, en définitive, actuellement, la crise que l'on vit, elle est aussi due à une opposition entre les décisions qui sont prises par la Banque de France qui réglemente l'accès au crédit, qui s'oppose aux décisions politiques qui sont prises avec la loi climat. Et le fait est qu'aujourd'hui, tant que l'un de ces deux partis ne bouge pas sur ses choix, on va rester dans le marasme dans lequel on se trouve. Donc, je vais encore aller un peu plus loin pour que tu comprennes. Soit les taux se relâchent un peu pour renflouer l'économie, enfin pour refaire circuler l'argent dans l'économie, parce que c'est ce qui nous permettrait le plus facilement d'ailleurs de récupérer des liquidités. C'est ce que souhaite l'État, mais la Banque centrale ne le veut pas compte tenu de la situation économique. Et de l'autre côté, on a l'État qui a mis en place des lois climatiques qu'il juge être essentielles, qui elles aussi sclérosent complètement le marché immobilier, mais qui ne veut pas modifier, qui là aussi pourrait permettre au marché immobilier de se débloquer. Et donc tu vois bien que chacun garde ses positions à l'heure actuelle, se regarde en chien de faïence en attendant lequel des deux va relâcher un peu la laisse. Sauf qu'au moment où je te parle, rien ne se passe. Si l'État a consenti
quelques dérogations, mais ce n'est pas ça qui va changer la face de l'économie. Ce que j'essaie de t'expliquer, c'est que comme tu peux le voir, il y a beaucoup d'intérêts divergents comme d'intérêts convergents. Je pourrais te citer l'exemple que je donne dans mon autre livre, par exemple, Survivre à une crise financière, où je prends l'exemple du régent sous Louis XV qui a fait fortune par rapport au système bancaire qui avait été mis en place, même si c'était de concert avec le ministre des Finances. J'ai un trou d'ailleurs. Le grand argentier. Bon bref, peu importe, tu liras le livre. Bref, même s'ils étaient de concert par rapport à la politique qui était menée en France, le fait que le régent récupère tout l'argent était quand même, je dirais, interdépendant de ce qui se passait sur les marchés. Même si je pense que ça a un lien derrière sur le fait que tout se soit effondré parce que c'était lui le plus gros, c'était lui qui avait le plus comment on appelle, d'engagement dans le système. En tout cas, il avait intérêt à faire part du système jusqu'à ce qu'il retire ses fonds et qu'il fasse tout péricliter. Bref, ce que j'essaie de te montrer encore une fois, c'est qu'il y a des intérêts divergents, des intérêts convergents, que tout ça c'est très compliqué, bien plus complexe que ce qu'on essaye de te le faire croire ici et qu'on est plus finalement dans de l'analyse de comptoir qui arrange une certaine classe de la population qui n'a pas envie d'être responsable, tu l'auras compris, que autre chose. Et donc, en regardant ça, si vous ouvrez une entreprise et que vous êtes ce petit homme d'affaires, que vous avez une idée créative, vous ne pouvez gagner de l'argent que sur la base de l'énergie des gens qui vous entourent. Et si tous ces gens sont au bord de la famine, ou en sortent à peine, quels revenus disponibles ont-ils pour acheter votre produit? Et donc, nous sommes tous affectés, que nous soyons des entrepreneurs indépendants, ou que nous travaillons pour une des grandes institutions, ou pour le système, nous sommes tous fondamentalement affectés par le fait que tout n'est pas conçu pour le commun des mortels. La société dans son état n'est pas conçue pour les gens, elle est conçue pour maintenir les institutions en place, elle est conçue pour maintenir la philosophie, elle est conçue pour soutenir le gouvernement. Et vous, en tant que travailleur ordinaire, vous recevez toujours la facture à payer. Vous devez payer pour tout. S'il y a une erreur, vous devez la payer. S'il y a une sorte de désastre, vous en payez le prix. En regardant cela, vous pouvez comprendre que la seule façon de sortir de ce conditionnement qui, au fond, est absolument conçu pour vous maintenir à terre, c'est d'avoir une force de volonté plus forte que la force de volonté qui essaye de vous contrôler. Et pour certains d'entre nous, c'est ça l'effort qu'il faut fournir pour devenir financièrement indépendant. Il faut que vous maîtrisez votre argent, parce que nos sociétés ne nous apprennent pas le pouvoir. Elles nous apprennent que nous sommes faibles, que nous nous sentons coupables, que nous sommes inutiles, que nous sommes censés faire vivre tout le reste sauf nous, que nous sommes censés envoyer de l'argent à tout le reste sauf nous, que rien de tout cela n'est vraiment pour nous, et que si nous réussissons trop bien, cela nous éloigne de la piété, de la droiture ou du bien. Bon alors là, j'ai quand même l'impression que c'est un peu du conditionnel, donc je vais un peu leur pardonner, mais je ne sais même pas quoi dire, ça m'a laissé sans voix. Alors déjà, je n'aime pas trop le parallèle qui est souvent fait entre l'argent et l'énergie. L'argent est une énergie, etc. Ce que je consens bien volontiers, c'est que quand tu mets de l'énergie à l'ouvrage, quand tu mets de l'énergie à ton travail, quand tu le fais avec la volonté de bien faire, avec une philosophie derrière, là tu vas produire, tu vas dégager une énergie qui va attirer des choses positives à toi. Mais par contre, le fait que l'argent est une énergie, ça peut être éventuellement une image pour expliquer que l'argent doit circuler. Je peux encore arriver à peu près à le comprendre. Mais en réalité, ce n'est pas l'énergie de l'argent que tu dois comprendre pour en avoir. C'est quelle énergie tu mets dans ton travail pour valoriser ton travail. Ça, c'est une chose. Mais après, quelle intelligence tu apposes sur l'argent que tu reçois pour arriver à le multiplier. Et c'est tout. C'est assez basique en soi. Donc, ça me gêne un peu. Quant au reste, bon, c'est des foutaises. C'est vraiment l'apologie de la déresponsabilisation de tes comportements vis-à-vis du rapport à l'argent que tu manipules. L'idée, c'est de sous-entendre que, encore une fois, rien n'est de ta faute et que finalement, tu subis un système qui t'oppresse et qui te conserve dans la position dans laquelle tu es avec, comme c'est sous-entendu, aucune chance de s'en sortir. Le désastre derrière tout ça, c'est que déjà, je pense que quand on est dans des spirales négatives ou qu'il nous arrive plein de choses négatives, eh bien, on a tendance à y croire ou à se raccrocher à ce type de profil. Et malheureusement, et je dis bien malheureusement, c'est triste parce que ce à quoi on croit est ce qui nous arrive. Et réfléchis bien à cette phrase, elle n'est absolument pas anodine. Parce que réellement, tes croyances conditionnent tes actions, tes choix. Et tes actions et tes choix vont eux-mêmes finir par reconditionner tes croyances.
quel est le problème fondamental derrière tout ça? C'est même pas le fait que ce soit vrai ou faux. On va dire qu'on n'est pas d'accord et que tu me dis mais si Nicolas, il y a un groupe de gens qui nous dirigent, le système est fait de telle manière qu'on... Et très bien. Imaginons que tu aies raison. Très bien, tu as raison. Le fait de penser à ça, ça t'encourage à quoi? Si demain tu venais me voir et tu me dis Nicolas, ta vie entière elle est écrite, tout est déjà fait d'avance, voilà le bouquin, lis-le ou pas si tu as envie. Bon, déjà, la question de savoir est-ce que tu le lis ou pas, bon, c'est une première question, mais le problème du fait que le destin soit écrit, c'est que du coup, la question qui se pose directement derrière, c'est est-ce que la vie vaut la peine d'être vécue si tout est fait d'avance? Mais au-delà de la philosophie, ce que j'essaye de mettre en avant par rapport à ce qu'on est en train d'écouter, c'est ça. C'est que finalement, si tout est maîtrisé par d'autres, ben, tu n'as plus besoin de rien faire, puisque de toute façon, ta vie ne t'appartient pas vraiment. Il y a derrière tout ça une tierce personne qui dirige. Et maintenant, je ramène le parallèle du destin. Si réellement tu crois au destin ou au hasard de la vie, peu importe en quoi tu crois, l'un ou l'autre, peu importe, ben ça élimine aussi quelque part le facteur qu'une tierce personne puisse diriger ta vie au niveau de l'argent. Je ne sais pas si tu comprends ce que j'essaye d'expliquer. Regarde, on va remonter, on va dénouer la pelote de laine. Imaginons donc, comme je viens de le dire, que tu crois en ce qui vient d'être dit. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui dirigent nos vies, le système nous enferme et on ne peut pas s'en sortir. Très bien. Donc, tu crois ou pas au destin ou au hasard? C'est une deuxième question que je te pose. Peu importe en quoi tu crois. Si tu crois soit au destin, soit au hasard, ben ça élimine de facto le fait que des personnes puissent diriger ta vie. Puisque si tu as un destin qui est écrit, il est inhérent au fait que personne ne puisse le maîtriser. Pas même toi. Et de la même manière, si tu crois au hasard, il est inhérent au fait que personne ne puisse le maîtriser. Pas même toi. Donc, la logique qui voudrait qu'il y ait un système qui nous condamne à être là où on est, elle ne tient pas. C'est de la fumisterie. C'est juste un moyen pour, on va dire, des personnes de se dédouaner de leur inaction. La vérité, elle n'est pas belle. Elle est que très souvent, on a peur. On a tous peur à notre échelle. Et que cette peur nous empêche d'avancer. Il faut trouver des solutions ou se mettre directement la tête dans le caca. Excuse-moi l'expression, mais c'est vrai. Je vais le dire autrement, ce sera plus élégant. Tu te mets devant le fait accompli. Les gens ont peur d'agir. Ben, agis directement. Même moi, il m'arrive d'avoir peur. Et quand je commence à avoir peur de faire quelque chose, ben, je le fais. Comme ça, au moins, c'est fait. Et je suis obligé de réagir. Et comme je provoque la réaction, il se passe des choses et j'avance. Bon, pour le coup, Patrick Magnéto. Quand vous regardez le monde physique, nous sommes ici en tant qu'être transcendant, en tant qu'être infini dans un corps. Et vous avez la capacité, à travers vos formes de pensée et à travers vos sentiments, de rediriger et de changer absolument votre vie. Je crois que vous n'êtes pas votre corps, que vous n'êtes pas votre esprit, que vous êtes un être infini à l'intérieur d'un corps et que vous devez affronter les limitations imposées par la société afin de pouvoir les transcender. Et vous devez pour ça commencer à travailler sur vos intentions, à travailler sur votre concentration et à adopter un modèle qui permet à la richesse de venir à vous naturellement. Parce que le chemin alternatif vous oblige à gratter et piquer pour obtenir de l'argent, c'est presque comme si votre richesse signifiait la pauvreté de quelqu'un d'autre. Alors que, normalement, vous devenez riche tout en permettant à tous les autres de devenir encore plus riches, grâce à votre richesse. Ce n'est pas comme s'il y avait une limite à la quantité d'argent disponible, et ce n'est pas comme s'il y avait une limite à la quantité d'argent que vous pouvez avoir. Il y a des millions de dollars chaque jour qui sont perdus et laissés à l'abandon. Vous savez, il y a des millions d'opportunités d'avoir de l'argent sans grand effort, et ce n'est pas comme si le fait que vous deveniez riche allait nuire à quelqu'un d'autre. Parce que nous ne vivons pas dans un monde fini, nous ne vivons pas dans un monde qui a seulement une quantité limitée de ressources ou de richesses. Il y a plus de ressources à découvrir, plus de façons créatives de faire les choses. Il y a toujours une quantité de richesses en constante expansion. Si vous vous concentrez sur l'argent, vous aurez de l'argent. Dans notre société, tout est fait pour que vous vous désintéressiez de l'argent. L'école enseigne passivement à nos enfants « Eh, ce n'est pas bien d'être riche ». Alors même que, si on se débrouille bien dans la vie, notre splendeur, nos projets économiques, nos idées créatives aideront les autres. On dépensera notre argent pour embaucher des gens. Vous aidez le monde en devenant vous-même puissant. Alors je trouve ça intéressant parce que là ça fait un revirement avec lequel je suis beaucoup plus d'accord. Le fait déjà que l'être humain est quelque chose d'infini, nous sommes des êtres infinis et c'est une réalité. Réfléchis-y une seconde, tu verras, il n'y a pas de limite à nos pensées, pas de limite à notre imaginaire. Tu peux imaginer à volonté en permanence. Pour les gens qui ont de l'imagination, il y a des gens effectivement qui n'ont pas beaucoup d'imagination. Je suis assez triste pour eux. Je pense que, d'ailleurs au passage, j'en profite pour le glisser ici,
Je pense que la denrée, comment dirais-je, l'or du futur, l'élément qui va rendre des gens encore plus riches dans les futurs qu'on va connaître dans les prochaines années, c'est l'imaginaire. Puisque regarde, on a l'avènement de l'IA. L'IA va pouvoir résoudre à peu près tous les problèmes algorithmiques qui s'imposent à nous. Donc ça veut dire que sur quel domaine l'IA va avoir du mal à s'engager, c'est sur l'imaginaire. La preuve d'ailleurs, elles ont besoin de prompts pour créer des images et c'est à toi de les améliorer, de les retravailler. Donc l'IA va être plus limitée pour la partie, on va dire, imaginaire. Et donc c'est là où toi tu vas pouvoir exceller. Mais c'est le propre de l'homme. Les hommes rêvent, les machines produisent. Bon bref, c'est un délire, mais voilà. Ce qui est intéressant, c'est qu'on te dit que rien n'est fait pour que tu t'intéresses à l'argent. Et il y a une chose que je trouve fausse par contre, on te dit rien n'est fait pour que tu conserves de l'argent. Alors certes, on est dans le monde, dans l'avènement de l'ère du loisir. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout est loisir, on essaye de toujours te proposer des choses sympas à faire, etc. Tu as vraiment le choix des distractions permanentes que tu peux faire au quotidien. Mais ce que moi j'essaye de te dire, c'est qu'en réalité, c'est à toi de définir tes objectifs pour ne pas te laisser distraire. C'est encore une fois le choix entre le consommateur et le producteur, le choix entre ce que tu veux réellement et toutes les propositions que l'on te fait. Et là encore, il faut comprendre que toutes ces propositions sont faites parce qu'il y a des gens qui ont des projets et qu'ils essayent de te vendre un produit. C'est ça le système dans lequel on se trouve et c'est de bonne guerre. Moi, je suis content quand on me propose un produit qui correspond à mes attentes du moment et que je suis, on va dire, justement ciblé par rapport à mes recherches. Je préfère subir une pub qui correspond à mon besoin du moment que être sous le joug de pubs permanentes qui correspondent à rien de ce que je veux voir et qu'en plus on me les matraque en longueur de journée. Alors, dans les deux cas, à force de matraquage, tu finiras par céder. Mais enfin, c'est plus agréable quand même quand les pubs sont ciblées et que tu cherches un truc à un instant T et que pile à ce moment-là, on te présente la solution à ton problème. Et le monde dans lequel on vit, c'est ni plus ni moins celui-ci. C'est-à-dire que, comme ça a été très justement dit, d'un côté, il y a des entrepreneurs, des créateurs qui vont proposer des biens et services. De l'autre côté, il y a des consommateurs. D'une manière ou d'une autre, on est tous consommateurs à un moment donné. Et tant qu'à ce moment-là, on nous propose la solution à notre problème ou à notre besoin, il n'y a pas de problème en fait. C'est ça le monde dans lequel on vit. Et c'est aussi, on va dire, je dirais la balance entre producteur-consommateur qui crée un équilibre. Ça fait du bien d'être un consommateur, ça fait du bien de se faire plaisir à des moments et ça fait du bien d'être d'un producteur et d'encaisser à d'autres moments. Ça s'équilibre et c'est ce qui fait que tout se passe bien. Et pourtant, nous vivons dans un monde où tout est conçu pour ne pas nous permettre de devenir puissants. Combien d'entre vous ici pensent qu'ils doivent aller travailler dur pour gagner de l'argent ou qu'on leur a appris qu'ils doivent travailler dur pour gagner de l'argent? Vous voyez, ils vous ont vendu cela. Les gens qui dirigent ce cercle d'activité vous ont vendu cela. Parce qu'ils veulent que vous travaillez pour eux. Ils veulent que vous travaillez dur pour eux. Et on croit à cette idée que travailler dur est honorable et que travailler dur est le seul moyen de gagner de l'argent. Faire de l'argent n'a rien à voir avec le fait de travailler dur. Ça n'a rien à voir avec l'effort ou la peine. C'est surtout une question d'équilibre et d'organisation. Quand vous commencez à vous centrer sur votre créativité, des gens se présentent et veulent faire partie de cette créativité. Ils veulent faire partie de cette action, car ils sentent votre force. Ils s'inscrivent et ils vous paient pour cela. Donc c'est un simple transfert d'énergie. Vous leur transférez une idée, et ils vous transfèrent une autre idée appelée argent. Et la maîtrise de l'argent n'est pas nécessairement devenir très riche, mais avoir le contrôle. En d'autres mots, vous dépensez moins que ce que vous gagnez et vous assurez toutes les expériences que vous désirez. Bon, il y a donc deux notions qui se détachent. La deuxième qui rejoint celle que je viens de donner il y a un instant, à savoir que la créativité crée de la valeur et que du coup l'argent vient à nous. J'aime toujours pas le parallèle avec l'énergie, mais encore une fois, comme je te l'ai dit tout à l'heure, je peux arriver à comprendre que certaines personnes ont besoin de cette image pour arriver à percevoir ce qu'est l'argent. Bref, passons. La première idée qui se détache, que je trouve aussi intéressante, sur laquelle moi j'ai envie de m'arrêter, c'est le fait que travailler dur nous a été induit par un système. Bon, moi je crois pas à ça. Je pense que en fait c'est naturellement qu'on a envie de croire que travailler dur, c'est ce qui paye. Parce que d'abord, l'être humain est très attaché à la notion de justice. Sauf que, je suis désolé, j'espère ne pas casser tes rêves, mais la vie est injuste. Elle l'a toujours été, elle le sera toujours. Non seulement les êtres humains sont inégaux entre eux, mais en plus, nous vivons tous des injustices à différents niveaux. Alors bien évidemment, on est tous différents et en fonction de l'injustice que nous vivons, on la vit plus ou moins bien et de différentes façons. Mais dans tous les cas, l'injustice ne s'explique pas. Elle est présente sur cette planète en permanence et l'ignorer ou
adossé à des valeurs comme le travail, une notion de justice ne changera pas le fait que l'injustice existe dans notre monde. Je ne vais pas te donner d'exemple violent, quoique si, allez, je vais te donner un exemple violent. J'ai ouï dire, par une personne avec laquelle je travaille, que cette personne avait une salariée dont son enfant était atteint d'un cancer. C'est une injustice terrible. Rien n'explique cet état de fait. On a tous envie d'avoir des enfants en bonne santé. On a tous envie, même pour notre meilleur ou notre pire ennemi, que celui-ci n'ait pas ses enfants qui aillent le mal. Moi, en tout cas, je ne souhaite de mal à aucun enfant de cette planète, même pour mon pire ennemi. Bon, j'ai pas de pire ennemi, mais tu m'as compris. Je souhaite le bonheur et la santé pour tout le monde, et c'est ce que j'ai envie. Pourtant, il y a des enfants aujourd'hui qui sont malades, et il n'y a pas plus grande injustice que cela. Et il y a des enfants qui meurent de ces maladies qu'ils n'ont eues sans aucune raison valable. L'injustice existe, que tu le veuilles ou non. Et la réalité du travail, c'est que le fait d'avoir de l'argent n'a aucune relation avec le volume de travail que tu vas fournir. C'est vrai ce qui est dit dans ce reportage. Il y a plein de facteurs qui rentrent en ligne de compte, dont le facteur chance. Le facteur chance qui est lié lui aussi à plein d'autres facteurs qui s'entremêlent et qui font que. Maintenant, il y a un élément qu'on te dit trop peu souvent et que je veux mettre aussi sur la table qui va venir contrebalancer tout ce que je suis en train de t'expliquer. C'est que quand tu travailles très dur, tu te procures ou tu te donnes accès à plus de chances que d'autres personnes dans certains domaines. Je m'explique. Moi, par exemple, j'ai tout de suite ou très rapidement, je me suis lancé dans l'immobilier très tôt. J'ai obtenu le bénéfice de la chance d'avoir commencé de l'immobilier très tôt, d'avoir soldé des crédits très tôt. Ça a généré une chance qui a un lien avec mon travail, mais qui est lié aussi, par exemple, au fait que je me sois lancé dans les années 2003, où là, par contre, voilà, c'est le hasard de la vie. C'est-à-dire que je suis rentré au bon moment, sur un bon marché, où il y avait de l'argent facile à gagner. Point à la ligne. Et je n'ai rien à voir avec tout ça. C'est de la chance pure. Par contre, j'ai beaucoup travaillé. Je suis resté depuis 20 ans dans le même secteur d'activité. Et au bout de 20 ans, j'ai accumulé de la chance liée à mon travail qui s'est ajoutée à la chance que j'ai eue de rentrer au bon moment sur le bon marché. Et donc, tu vois que la chance, elle est multifactorielle, que c'est une addition qui se cumule et que après, si tu prends aussi des bonnes décisions dans ton travail et dans tes choix, tu vas accumuler de la chance sur de la chance que tu avais déjà captée à un moment donné. L'autre énorme avantage, tout le monde n'est pas d'accord avec ce que je m'apprête à te dire, mais je suis obligé de te le dire, nous avons tous de la chance à un moment donné dans notre vie. Et le fait que nous ayons tous de la chance à un moment donné dans notre vie, et plusieurs fois dans nos vies respectives, ça fait quoi? Ça fait plusieurs choses. Ça fait que, on a plusieurs opportunités dans notre vie de saisir des chances. Moi, dans la carrière de travail que j'ai pu avoir, plusieurs fois, j'ai eu des chances qui se sont présentées à moi. Il y a eu des fois où je les ai ratées. Il y a eu des fois où je les ai saisies parce que je les avais déjà vues passer. Et du coup, comme j'avais dans ma tête le truc de dire « Putain, tu l'avais raté ce coup-là. Ah, tiens, ça se représente, c'est à peu près pareil. Boum, je le saisis là. » Ben, tu vois, ça se représente plusieurs fois. Et du coup, tu as l'opportunité dans ta vie de saisir ces chances qui se présentent à toi parce que tu as travaillé. Et tu vois, c'est interconnecté, c'est multifactoriel, c'est lié au travail, c'est lié aussi à ta capacité à ressentir les choses et à être ouvert aux opportunités qui vont se présenter devant toi. Voilà, c'est sûr que j'ai bien conscience que ce que je suis en train de te dire, ça demande d'avoir plusieurs compétences, ça demande d'être pugnace, ça demande plein de choses, c'est certain. Mais dès l'instant que tu t'engages dans une voie et que tu le fais avec l'envie, avec volonté, que tu ne te lâches pas, quoi, en fait, que tu n'abandonnes pas, crois-moi, tôt ou tard, tu y arriveras. Donc bref, l'idée ici, donc, c'est bien de comprendre que au final, je ne veux pas savoir, moi, s'il y a des gens qui contrôlent le monde, etc. Moi, ce qui m'intéresse, c'est comment toi, finalement, par rapport à ta situation, tu peux bénéficier davantage, tu peux bénéficier d'avoir de la chance. Et l'une des caractéristiques dont je peux te certifier que toute personne qui a réussi te dira qu'elle fonctionne, c'est de ne jamais abandonner. Tu te lances dans une voie, quoi qu'il arrive, tu continues dans la même voie, même quand c'est dur, tu restes au même endroit, dans le même travail, dans le même axe, et tôt ou tard, ça finira par payer. Alors certes, il y a des moments très difficiles à passer, mais ces moments-là, crois-moi, on a tous envie d'abandonner, mais si tu n'abandonnes pas, le bout du tunnel, il en vaut largement la peine. Quand on y pense vraiment, être créatif, créer un produit ou une idée, c'est de l'énergie. Ça vient de la conscience. Puis vous le présentez aux gens. Ils y répondent positivement et ils vous donnent de l'argent en contrepartie, qui est encore une fois de l'énergie. L'argent n'est ni bon, ni mauvais. Vous connaissez ces gens qui disent que l'argent est la racine de tous les maux, ou que l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. C'est parce qu'ils n'en avaient pas. Vous devez avoir de l'argent pour survivre dans le monde. Et si vous attendez,
Le système ne se souciera jamais de vous. Il ne veillera pas sur vous. Il n'est pas conçu pour ça. Et si vous regardez l'histoire, tous les gouvernements ont laissé tomber tous les gens, tout le temps. Et si vous ne croyez pas à ça, vous ne connaissez rien à l'histoire. Tous les gouvernements ont laissé tomber tous les peuples, tout le temps. Parce que les gouvernements sont des individus qui s'occupent de leurs propres intérêts. Ils s'occupent de leur propre unité de pouvoir. Ils s'occupent de leurs propres élections. Ils ne s'inquiètent pas de savoir si vous payez votre hypothèque, si vous payez votre dette. Ils s'en foutent. Ils s'inquiètent juste de leur propre position. Et ils peuvent jouer le jeu et dépenser votre argent. Et ensuite, ils vous envoient cette lettre d'amour appelée impôt que vous devez payer pour leur créativité. Ils ne créent pas vraiment de richesse par eux-mêmes. La richesse de la nation, c'est l'homme individuel, la femme individuelle, les travailleurs du pays. Nous créons la richesse et ils ont juste le droit de jouer avec. Ils peuvent la dépenser à peu près comme ils veulent. Ils peuvent vous facturer quand ils veulent, et s'ils en ont plus, ils en impriment encore plus. Et donc nous sommes face à une situation où l'ensemble du cercle, l'ensemble des gens qui contrôlent ce cercle, les familles qui dirigent le monde, ont le contrôle de l'argent. Et l'argent pour l'homme commun est la force vitale. C'est la force de Dieu pour un homme qui n'a pas une quête spirituelle. Une personne qui n'a pas de quête, ou qui ne croit pas en une quelconque transcendance supérieure, l'argent est sa force divine. Et quand ces familles contrôlent l'argent, elles contrôlent la force vitale du monde. Il n'y a aucun d'entre vous qui n'a pas été contrôlé par les grandes familles qui dirigent le monde. Parce qu'elles décident de tout. Du prix que vous payez pour une chemise, à celui que vous payez pour aller au cinéma. Tout est décidé et tout le système est conçu pour que vous ne sortiez pas du lot. Et ils l'ont conçu parce qu'ils veulent tout contrôler. Ils veulent s'assurer qu'aucun d'entre nous ne s'en sorte bien. Et vous pouvez pousser, vous pouvez fulminer, vous pouvez avoir une petite pancarte et vous pouvez descendre et manifester dans la rue. Ça ne fera rien pour vous. La seule façon de gagner votre liberté est d'avoir assez d'argent pour vous extraire de cette prison et devenir puissant. Moi, ce que j'arrive pas à comprendre, c'est quel intérêt ont ces personnes à véhiculer ce genre d'idées. Alors, j'étais d'accord avec le début de ce qu'on vient d'écouter, à savoir que les personnes qui te disent que l'argent est la racine de tous les maux, ou l'amour de l'argent est un problème, etc., blablabla, ce sont souvent des personnes qui n'ont pas d'argent. Moi, je vais quand même un peu nuancer mes propos, pas parce que j'ai envie de faire preuve de nuance, parce que tu sais que je suis quelqu'un d'assez radical, mais que là, pour le coup, j'ai quand même envie d'apporter, sur ce qui vient d'être dit, des explications. Et je dois le reconnaître, la vérité, c'est que l'argent est un problème quand les personnes ont une considération pour l'argent qui est, je dirais, malsaine. Alors comment ça se matérialise ? Les cas pour moi où l'argent est la racine de tous les maux et où l'amour de l'argent est un problème, c'est quand par exemple il va y avoir un héritage et que les personnes prennent pour acquis l'argent de l'héritage. Et Dieu sait que je vais être tout à fait transparent avec toi. Moi, l'héritage pour moi c'est un vrai sujet. Je trouve que c'est beau de transmettre quelque chose à ses enfants, mais quand il commence à y avoir plusieurs frères et sœurs, et que parmi ces frères et sœurs, il y a des personnes qui ont un rapport à l'argent qui est un peu vicieux, ça devient dérangeant et c'est la racine de tous les maux. Et le problème de ces situations-là, c'est que très souvent, ce sont des personnes qui ont fait des choix dans leur vie, on revient à ce qu'on dit dans cette émission, qui sont assez simples finalement. Ce sont des gens qui n'ont pas aimé leur vie, qui n'ont pas aimé leur métier, qui n'aiment pas leurs revenus, qui rêvent d'une autre vie mais qui n'assument pas le fait de vouloir changer de vie, qui font des choix douteux pour essayer d'obtenir de l'argent et qui en fait vivent secrètement avec l'envie d'avoir de l'argent mais qui au quotidien font comme s'ils n'aimaient pas ou n'avaient pas besoin d'argent. Et en fait, tu te rends compte en définitive que ce sont des personnes qui sont cassées à l'intérieur parce qu'elles n'assument pas réellement ce qu'elles veulent. En même temps, secrètement, elles désirent quelque chose, mais c'est pas bien, ça les met dans une position mal à l'aise, elles créent une contrariété interne et ça se manifeste notamment quand il y a des héritages et plus l'héritage est important, plus la manifestation sera virulente et elle se répercutera sur la fratrie, sur les personnes qu'ils aiment, malheureusement, et très souvent d'ailleurs à leur insu parce que je pense que ces gens-là, en plus, n'ont pas forcément envie de faire du mal, mais leur rapport à l'argent est totalement défaillant. Et c'est normal, je vais quand même le dire, c'est normal d'avoir des rapports à l'argent aussi défaillants dans des systèmes où d'abord personne n'en parle, où l'argent est tabou et où on te fait croire ce qu'on te fait croire ensuite, qu'il y a des gens qui dirigent et qui ont une mainmise sur ta vie. Mais bien évidemment que si tu commences à faire une association pareille, qui consiste à dire que les gens riches ont l'ascendant sur ta vie et que finalement tu subis leur choix, mais c'est normal que tu détestes l'argent. Et je ne te blâmerai jamais
dès l'instant que ta croyance s'oriente dans ce sens-là. Mais tu ne peux pas décemment croire que ça fonctionne comme ça, comme ils le disent, dans la mesure où l'argent est imprimé. En fait, je t'invite, je ne vais pas te faire un cours d'économie, mais intéresse-toi à comment marche l'économie. Les gens ne savent pas comment fonctionne l'économie. Les banques, il n'y a pas un homme politique qui rentre dans une banque et qui va retirer l'argent qui est imprimé. Oui, il y a du quantitative easing ou d'ailleurs de l'impression monétaire, mais ce sont deux procédés très différents qui peuvent fonctionner conjointement. Le quantitative easing, c'est l'injection monétaire au travers du rachat d'obligations fait par les banques centrales. C'est donc complètement indépendant de ce que peuvent faire nos dirigeants. Et l'impression monétaire, elle est faite au travers des banques retails de détail qui, elles, le font au travers des prêts qu'elles octroient à des gens comme toi et moi. À quel moment dans ce process les hommes politiques prennent de l'argent? À aucun moment. Donc tu vas me rétorquer, oui, mais ce sont des magouilleurs, ils prennent forcément de l'argent. Oui, mais au travers du lobbying. Il y a des lobbies derrière. Et ces lobbies, qui ne sont pas professionnalisés en France, sujet dont personne ne parle jamais, ce sont ceux-là qui leur donnent de l'argent. Et là, c'est scandaleux. Mais remarque qu'aucun des partis de notre pays viennent te parler de la professionnalisation du lobbying en France. Donc je ne nie pas la corruption, mais elle n'est pas au niveau où les gens le pensent. Et le problème, c'est que quand tu expliques ça à quelqu'un, il te dit « Oui, mais c'est pareil, au final, ça revient au même. » Non, ça ne revient pas au même. Parce que le système auquel tu crois, du coup, il n'existe pas. Et comme il n'existe pas, tu passes à côté de l'opportunité de toi aussi faire de l'argent. Et c'est tout ça que les gens ne comprennent pas. Et ça m'attriste. Et c'est pour ça que d'ailleurs que je fais mon travail, que je fais tout ce que je fais. Parce que j'aimerais que les gens comprennent une bonne fois pour toutes qu'il y a d'un côté, premièrement, effectivement, tout ce qui touche à la monnaie, à l'économie, qui est une chose indépendante de l'État et qui fonctionne indépendamment de l'État. Puis de l'autre côté, il y a tout ce qu'on déteste tous, à savoir la corruption, le lobbying, qui existe de toute façon de partout. Dans certains pays, c'est professionnalisé. Dans d'autres, comme chez nous, ça ne l'est pas. Donc là où ça ne l'est pas, c'est encore à un niveau supérieur puisque ce n'est pas encadré. Bref. Mais mélanger tout, secouer et faire croire que c'est la même chose, c'est pas bon parce que ça envoie un mauvais message au cerveau et ça fait te dire moi je suis l'esclave des gens riches et du coup je ne peux rien faire, du coup je garde l'argent sur des comptes, du coup tu enrichis des gens comme moi parce que moi quelque part je vais demander des crédits que toi tu ne demandes pas et du coup on se retrouve dans des situations comme on est là. C'est dommageable et en plus tu passes à côté de ton potentiel financier et en plus tu gâches ta vie et en plus je pourrais te dire plein de choses qui font que c'est triste. Donc bref. Au final, j'ai complètement perdu le fil, je me suis totalement égaré. Le mot de la fin de ce passage, c'est arrête de croire qu'on est dirigé par je ne sais qui, comprends qu'il y a des systèmes, intéresse-toi à comment ça fonctionne et puis tire ton épingle du jeu pour t'en sortir parce que ce n'est pas incompatible. J'en suis la preuve et j'espère que tu le comprends. Pour avoir assez d'argent, vous devez d'abord commencer à regarder ce qui vous empêche de l'avoir. Quelles sont ces émotions en vous qui ne vous permettent pas d'être riche? Parce que pour que vous deveniez riche, il faut que des gens se présentent et veuillent partager leur richesse avec vous. Il n'y a qu'un seul endroit où vous pouvez obtenir de l'argent, et c'est auprès des autres personnes. Et donc vous devez créer une énergie à l'intérieur de vous, et ensuite faire en sorte que ces gens viennent et vous donnent l'argent. La quantité d'argent que vous gagnez est exceptionnellement, intimement liée à la façon dont vous vous sentez bien dans votre peau. Et donc ce qui se passe, c'est que lorsque nous allons sur le marché, nous avons tendance à facturer moins ou à ne rien facturer du tout, juste pour gagner l'acceptation des gens. Et c'est la même chose que d'être aspiré par ce que les gens pensent de vous. Vous savez, si vous n'êtes pas absorbé par ce que les gens pensent de vous, vous continuez votre vie. Ce qu'ils pensent de vous est leur problème, pas le vôtre. Et là, vous pouvez commencer à facturer vos services comme vous le voulez. Et si vous sortez de l'énergie, de l'amour et de la transcendance, vous vendez essentiellement un idéal supérieur. Et il n'y a pas de limite à ce que vous pouvez facturer. Mais souvent, vous faites un travail incroyable pour quelqu'un, et il vient vous voir et vous demande combien je vous dois. Et vous dites « Non, je n'ai pas besoin d'argent ». Combien de fois avez-vous fait ça? Non, je ne veux pas de ça. C'est comme si vous disiez à l'autre « S'il te plaît, aime-moi ». Vous savez, si je fais ça pour absolument rien, est-ce que vous m'aimeriez? Ou encore « Tu sais, ça devrait normalement coûter 100 €, mais donne-moi juste 20 ou juste 10 € et ce sera suffisant ». Et c'est une façon de ne pas avoir confiance en soi. Quand vous donnez quelque chose, quand vous vendez quelque chose à quelqu'un, quand vous lui rendez un service, quand vous faites quelque chose pour eux dans une démarche commerciale, c'est comme si vous les aimez, vous les aidez, vous les assistez.
Vous savez que vous leur livrez ce réfrigérateur. Et cela leur évite d'aller partout et de trouver un réfrigérateur. Vous savez que lorsque vous transférez des biens et des services aux gens, c'est une façon de les aimer. Et si vous les aimez, pourquoi ne les laisseriez-vous pas vous aimer en retour en vous donnant leur argent? Vous savez, si vous vivez de l'énergie, du dévouement et du service, il n'y a pas de limite à ce que vous pouvez demander, dans la limite du raisonnable. Et je ne crois pas à l'arnaque, je ne crois pas non plus à la surfacturation, ni même à la sous-facturation. Et beaucoup d'entre vous ne facturent pas assez. Vous ne facturez pas assez pour votre travail. Vous ne facturez pas assez vos produits parce que ça vient de cette image de soi qui dit « Oh mon Dieu, je ne suis pas vraiment digne de tout ça. En conséquence, je ne dois pas facturer ça. Ils ne vont pas m'aimer si je facture autant. » Bon, je comprends le message, mais je n'aime pas du tout la forme. Donc, je vais tout de suite commencer par l'introduction qui consiste à ce qu'il a expliqué globalement, c'est que tu dois ressentir à l'intérieur de toi l'énergie de l'argent, te mettre dans de bonnes conditions pour avoir de l'argent. Pour moi, je vais scinder ça en deux. Le fait qu'effectivement tu te sentes bien dans ta vie, eh bien ça va impliquer le fait que tu auras de bons résultats. C'est à peu près évident. C'est pour ça que c'est bien d'être bien à sa maison, c'est pour ça que c'est bien d'être bien entouré, c'est pour ça que c'est bien d'avoir de l'amour. Enfin bref, tu connais la chanson, effectivement, mais c'est une évidence, quand tu te sens bien, tout va bien. Et l'idée, c'est par exemple, si tu décides de te lancer à ton compte, d'attendre que tout aille quand même relativement bien ou que tu sois dans un bon état d'esprit pour le faire. Je mets ça dans un coin et je passe à la suite. La suite, elle est très simple, c'est que son histoire d'énergie, moi, c'est pas ma manière de parler, j'ai un peu du mal et je vais dire les choses autrement. Le fait que les gens n'arrivent pas à facturer le prix que valent réellement les choses, c'est dû au fait qu'ils ne savent pas compter. C'est tout à fait basique. La plupart des gens ne se rendent pas compte de la différence qu'il y a, ne serait-ce qu'entre un salarié et un entrepreneur. Ils ne savent pas la différence et le changement mental que ça produit quand on passe de l'autre côté et quand on commence à regarder ses charges, quand on commence à calculer tout ce qu'on a à payer, anticiper le paiement des salaires, tout ce qu'il y a à prendre en compte. La réalité, c'est qu'il y a un gap énorme entre les gens qui maîtrisent l'argent du début jusqu'à la fin du circuit et le salarié qui, lui, regarde en bas à droite de sa feuille de paye et voilà, il touche son salaire. C'est pas péjoratif. Salarié est un travail tout à fait noble comme entrepreneur. Simplement, ce que j'essaye de te mettre en avant, peut-être maladroitement, je m'en excuse, c'est le fait que, et tu ne peux pas le nier, l'approche financière d'un entrepreneur est fondamentalement très différente d'un salarié, ne serait-ce que dans le rapport à l'entreprise, puisque pour l'un, elle ne lui appartient pas et l'entreprise n'est qu'un revenu, alors que pour l'autre, l'entreprise est une responsabilité avant même d'être son revenu. Et ça, les gens ne le comprennent pas vraiment tant qu'ils ne l'ont pas réellement été. Mon but ici n'est pas de marquer une scission entre l'un et l'autre. Mon but est d'essayer de t'expliquer pourquoi les gens n'arrivent pas à facturer. Il y a le syndrome de l'imposteur, les biais cognitifs, la problématique effectivement de confiance envers soi-même et aussi un élément dont personne ne te parle sur Internet parce que de façon tout à fait magique, ça n'a pas l'air d'exister, les prix du marché. C'est-à-dire qu'il y a aussi une réalité de marché. Tu ne peux pas facturer un produit qui ne vaut pas son prix. Moi, j'ai connu les premiers écrans plasma qui coûtaient 15 000 €. Je te mets aujourd'hui au défi de vendre un écran plasma de 82 cm avec l'épaisseur qu'il faisait à l'époque, 15 000 €. Personne ne va l'acheter ton écran plasma parce qu'il y a une réalité de marché à laquelle il faut coller. Certes, tu peux surfacturer, mais dès l'instant que tu vas acquérir des compétences qui vont te permettre d'arriver à cette surfacturation ou alors tu as la capacité de le faire parce que tu as un produit qui se vend bien et que tu vas pouvoir investir dans ton branding et dans ton marketing. Bref, ça n'est absolument pas aussi simple et ce n'est pas une question de se mettre dans la bonne énergie pour réussir à vendre. C'est un processus qui est douloureux que tu dois faire. Je suis désolé de te le dire, mais tu dois le faire. Et si tu as peur de le faire parce que tu es salarié, fais-le dans un petit projet à gauche de ton travail. C'est-à-dire que tu lances un petit projet pour lequel tu vas t'exercer au marketing, à la page de vente ou à la proposition de produits auprès de grandes enseignes pour les vendre. Enfin, voilà, essaye de le faire pour te rendre compte de tout le travail qu'il y a derrière pour construire un projet, une entreprise qui se vende. Les gens sont là, oui, c'est une énergie, mets-toi dans le bon machin. Ouais, ok, super. Mais quand tu vas voir la masse de travail qu'il va falloir accomplir pour arriver au résultat, l'énergie, tu vas vite l'oublier, quoi. Donc, ne délire pas, pose les deux pieds sur terre. La réalité, elle est très simple
Effectivement, il faut avoir des émotions positives et être dans un bon environnement pour y arriver. Ça, c'est une chose, ok. Mais à côté, éducation, lecture, réflexion, tentative, échec, se relever, ne pas abandonner, avoir de la chance, continuer contre vents et marées, traverser du désert, etc. C'est la meilleure aventure de ta life. Ça va te changer en profondeur. Par contre, ce qu'il y a de sûr, c'est que ça va te donner une perspective très différente sur la vie en général. Et il y a des gens, lorsqu'ils ont goûté, ne serait-ce qu'à un travail d'indépendant qui est l'entre-deux idéal, et qui se rendent compte de la liberté réelle à laquelle ils ont accès dans ce type de statut, ils ne peuvent plus s'en passer, ils ne peuvent plus arrêter. Et je te souhaite d'y goûter parce que c'est la meilleure chose qui puisse t'arriver. C'est un principe du monde des affaires que plus vous mettez de la qualité dans quelque chose, plus vous pouvez faire payer cher. Et au sommet de l'échelle, vous savez que si vous pouvez faire payer tout ce que vous voulez, quand vous pouvez subjuguer votre ego et le placer sous l'ego de vos clients, alors vous avez la capacité de les servir. Et cela ne signifie pas que vous allez perdre tout sentiment d'identité à l'intérieur de vous-même, mais vous allez les servir, et les servir, c'est les regarder dans les yeux et découvrir ce qu'ils veulent. Alors, c'est vrai ce qu'il dit, mais, et il y a un énorme mais qui doit venir s'apposer tout de suite après tout ce qu'on vient d'entendre, le marketing. Je le répète depuis toujours, j'ai pas honte de le dire, il y a 2 compétences dans la vie qui peuvent te rapporter le plus d'argent et je fais que te le dire dans tous les podcasts, je te le dis tout le temps. Les 2 compétences, c'est la négociation et le marketing. Ces 2 éléments-là peuvent te rendre extrêmement riche dans ta vie. Apprends ces compétences et tu ne le regretteras jamais. Le fait est que, je veux répondre donc à ce qui vient d'être dit, c'est pas plus tu mets de la valeur, plus tu vas pouvoir vendre cher. C'est plus tu vas mettre de la valeur dans le marketing et plus tu pourras rendre ton produit attrayant. Maintenant, le Graal, c'est d'avoir un bon produit avec un bon marketing. Et là, tu vas aller sur les étoiles, mon ami. Et je te le souhaite. Vous devez vous rappeler que vous avez affaire à une personne qui a peut-être peur, qui se sent seule, qui a besoin d'amitié, de compagnie ou de quoi que ce soit d'autre. Car ce pourquoi elle s'est présentée dans votre vie n'est pas forcément le but recherché. Vous savez, il peut y avoir une raison totalement différente pour laquelle les gens viennent vous voir. Et si vous pouvez vous mettre à leurs pieds, alors ils vont sentir votre soutien. Et à ce moment-là, il n'y a pas une seule personne qui ne veut pas vous soutenir en retour. Parce que le problème de la plupart d'entre nous, c'est l'insécurité que nous ressentons. Le fait de se sentir effrayé, d'avoir peur du fait qu'on ne contrôle pas nécessairement notre vie. Et donc, quand chacun de vous commence à regarder et à rechercher un moyen de devenir riche de façon indépendante, ou de développer une sorte de créativité pour devenir plus riche, tout ce que vous avez à faire est de servir. Et les gens vous rendront une autre énergie appelée argent. Et vous pouvez dépenser dans les expériences que vous aimez, ce qui est encore de l'énergie. Et je pense que c'est vital et c'est pour moi la clé. Il n'y a rien de plus que le fait de servir en étant organisé. Et être organisé est une chose simple. Vous devez vous dire, de quoi ai-je besoin pour faire marcher mon affaire? Qu'est-ce que mes clients peuvent vouloir? Et quand vous pouvez subjuguer votre ego et vous mettre dans l'esprit de vos clients, dans l'esprit des gens qui vont venir vers vous. Alors ce n'est plus un problème de comprendre ce qu'ils vont vouloir. Ils vont vouloir être à l'aise, ils vont vouloir faire quelque chose rapidement, efficacement. Ils vont vouloir que les choses marchent pour eux. Ils vont vouloir de l'argent. Il se peut qu'ils veulent développer leur source de revenus. En gros, vous devez chercher à savoir ce qu'ils veulent. Et si vous commencez à vous concentrer sur le fait de leur rendre ce service, propre, frais et beau, les gens vont répondre. La globalité de ce qui vient d'être dit est relativement vraie. L'élément qui me dérange, c'est l'aspect simple tel qu'il est décrit. C'est pas parce que tu vas rendre un produit beau et que tu vas faire tout ce qu'il faut et ce qu'attend le client que ça va se vendre. Et le grand malheur derrière là aussi les croyances qu'on véhicule, c'est qu'en réalité, plus vite tu confrontes ton produit au marché, plus vite tu vas savoir si tu es dans le vrai ou dans le faux et moins tu vas perdre de temps. En réalité, il faut mettre en perspective la notion de temps avec la notion d'argent en permanence pour justement ne pas perdre ton temps et ne pas passer à côté de l'argent que tu aurais pu avoir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la plupart des gens font cette erreur grossière qui consiste à justement écouter ce que veulent leurs clients et en écoutant ce que veulent leurs clients, en leur donnant bêtement ce qu'ils attendent, sans même chercher à tester ou à valider les hypothèses de départ. La difficulté quand tu es un entrepreneur, c'est que tu vas devoir valider souvent 2 hypothèses opposées. Ça veut dire que par exemple, tu vas te dire, je vais construire par exemple tel produit, j'en sais rien moi, une boîte à cartouches pour mettre, parce que là devant les jeux c'est ce que j'ai une espèce de petite boîte pour mettre des cartes de téléphone, d'appareils photo à l'intérieur.
tu vas la faire en plastique, en fer et en bois et tu n'as aucun moyen de savoir lequel de ces 3 matériaux va le mieux marcher. Donc, tu as ceux qui vont dire, tous mes clients m'ont dit qu'ils voulaient le plastique et qui vont acheter un stock de plastique et qui vont essayer de le vendre. Manque de bol, ils voulaient le bois et tu l'as dans l'os. Et puis, tu as ceux qui vont se dire, moi, je ne sais pas laquelle des 3 ils veulent. Je vais essayer de vendre les 3. Donc, je vais prendre des échantillons sur les 3. Je vais voir lequel se vend le mieux et je produirai celui qui se vend le mieux. Bien évidemment, tu l'as compris, c'est la deuxième version qui est la plus intelligente, c'est la plus contre-intuitive, c'est celle qui met le plus de gens mal à l'aise et pourtant c'est celle que tout le monde devrait adopter. Je vais prendre l'exemple de comment il s'appelle, de Steve Jobs, même si il m'est opposable parce que c'était tellement un entrepreneur de génie que tu vas me dire c'est une exception qui confirme la règle. Mais quand Steve Jobs sort l'iPhone, il détruit l'iPod qui est sa meilleure vente de sa boîte à ce moment-là. Et il propose un produit dont la plupart des clients ne savent même pas qu'ils le veulent. Et aujourd'hui, l'iPhone, c'est un standard. Il a inspiré tout le marché, il a transformé un marché en profondeur et ça a tout ratiboisé sur son passage. Mais la vérité, c'est qu'il s'est lancé dans quelque chose qui lui paraissait pour lui évident, mais il a devancé ses clients bien au-delà de leur attente. Et pour arriver à des niveaux comme celui-ci, je suis désolé de te le dire, mais il va falloir tester et valider dans la réalité ce que veulent les gens et pas ce que toi tu penses qu'ils veulent. Et la plupart des gens agissent en suivant les conseils qu'on vient d'entendre, en se disant je vais faire du beau, je vais faire ce qu'on me demande et je vais le proposer et puis ça ne se vend pas et puis tu as un stock et puis tu l'as et puis tu es dans la merde. Et il y a encore une autre version encore pire que celle-là, c'est quand les gens raisonnent pour leurs clients comme pour eux-mêmes. C'est-à-dire qu'ils pensent que leurs clients sont comme eux. C'est une erreur commune. Tu n'es pas tes clients ne sont pas toi. Si tu es dans une industrie, tu dois connaître le profil de tes clients qui parfois n'est absolument pas ton client. Alors il arrive parfois que tu aies toi-même le reflet de tes clients, ça existe, mais il faut que tu sois très prudent là-dessus et que tu aies bien validé le fait que tu sois le reflet de tes clients. Et moi très souvent, ce n'est pas ce que je vois. Donc, c'est pas aussi simple que ce que c'est décrit ici. Et encore une fois, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est un processus. Et la vérité, c'est qu'il faut t'y exposer à ce processus. Et crois-moi, c'est une superbe aventure. Tout le monde n'est pas capable de le faire. Mais la vérité, c'est que c'est qu'en le faisant, c'est qu'en arpentant le chemin que l'on voit si on aime l'arpenter, enfin le parcourir, quoi. Tu m'as compris. Pourquoi vous devez maîtriser l'argent? La raison en est que nous vivons à un moment critique dans l'histoire financière du monde. Aujourd'hui, nous sommes face à un système bancaire où la liquidité des banques est en moyenne de seulement 6%. En 1929, la liquidité de la banque moyenne est tombée de 20 à 12%. Et cela a vraiment inquiété les gens. Aujourd'hui, la banque moyenne a une liquidité de seulement 6%, ce qui signifie que 94% ou 94 centimes de chaque euro déposé dans cette banque n'y sont plus. Et l'argent, ces 94 cents qui n'y sont plus, ont été prêtés à toutes sortes de gens qui peuvent ou non les rendre. Après la crise du pétrole dans les années 70 et la guerre au Moyen-Orient, il y avait une énorme quantité d'argent qui s'est déversée dans le système bancaire et les grandes maisons financières d'Europe, etc. C'était un des plus grands transferts de richesse de l'histoire de l'humanité. Et les banques ont dû le prêter. Quand une banque prend votre argent, quand elle prend votre dépôt, c'est un passif pour la banque. À la minute où elle peut le donner à quelqu'un, le prêter à quelqu'un, cela devient un actif dans leur bilan. Ne pensez jamais que votre richesse signifie la pauvreté d'une autre personne. Ne pensez jamais que l'argent est la cause de tous les maux. Soyez riche, devenez-le financièrement et humainement, parce que c'est le meilleur moyen d'aider les autres. Bon, alors je suis très mitigé sur ce truc. La fin, elle est à moitié fallacieuse, à moitié correcte. On va dire que les derniers mots sont à peu près corrects, mais tout le reste, c'est un peu pourri. Je vais commencer par te poser une question pour te remettre les idées en place. Est-ce que tu sais depuis quand l'argent existe? Ça a toujours existé en fait. Il y a toujours eu de l'argent et des monnaies d'échange aussi loin qu'on remonte dans les histoires humaines. Et quand il n'y avait pas de l'argent, c'était du riz ou des coquillages. Enfin bref, peu importe. Il y a toujours eu ce qu'on appelle une monnaie d'échange qui s'appelle de l'argent. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas de système financier qui s'effondre, il n'y a que des systèmes financiers qui se remplacent ou qui se chassent l'un l'autre. Appelle ça comme tu as envie, je m'en fous. Donc ça, c'est de la vente de la peur, ça n'a aucun sens, tu n'as pas de crainte à avoir vis-à-vis de ça. Deuxième élément, c'est vrai et c'est faux ce qu'il a dit, les banques ont une réserve bancaire qui est liée à l'argent que tu déposes et cet argent leur permet de le démultiplier. Donc techniquement, ce n'est pas que ton argent n'est plus en banque, c'est que techniquement, ton argent permet
de produire de l'argent à la banque. C'est légèrement différent. C'est une planche à billets interne à la banque. Donc, ce n'est pas tout à fait pareil. Et cette nuance fait que les propos qui sont tenus là sont quand même un petit peu fallacieux. Maintenant, il te dit, l'argent est prêté à des gens qui ne vont pas le rendre. Mais c'est faux aussi. T'en sais rien en fait. Parce que la banque, elle fait un travail justement pour prêter l'argent à des gens qui vont rendre. Et je vais encore terminer en te disant ça parce que c'est quand même une réalité. C'est pas en France qu'on risque de ne pas avoir de l'argent prêté avec notre système d'endettement, je te le dis. C'est pas nous qui sommes exposés. Ça me fait mourir de rire. Sachant qu'en plus, on est le pays au monde où il y a le plus d'épargne. Ce qui veut dire que tout ce que tu écoutes là, sur la situation financière des banques, ben ça ne s'applique pas vraiment à la France en fait. Tu vois? Donc du coup, ça mérite réflexion de ta part. Et ça mérite aussi que tu essayes de comprendre comment tout ce système fonctionne pour arriver à te dire que comme il le dit à la fin, et ça par contre c'est vrai, ben, en fait, tu ne manques pas d'argent. Puisque quand tu mets de l'argent à la banque, en gros, quand tu poses 1 euro, la banque, elle produit 9 autres euros et elle doit en garder 1 en réserve, en fait. Donc, en gros, elle a 2 euros pour 8 euros produits. Alors, ce n'est pas tout à fait ça le calcul, c'est plutôt 1 euro pour 9 euros. Mais bon, bref, passons. Je ne vais pas donner, il y a des centimes et des virgules. On ne va pas rentrer dans ce détail ici, ce n'est pas la question. Mais en gros, ce que j'essaye de te dire, c'est si ce n'est pas toi qui bénéficie de cet effet de levier, c'est qui en bénéficie. Et d'ailleurs, je vais en profiter pour venir rapidement ici sur ce qu'on appelle l'effet de levier. Il y a un effet de levier qui existe pour les personnes qui vont acheter des actifs avec l'argent de la banque. Si tout cet argent qui est prêté est utilisé pour acheter des biens immobiliers, l'argent il n'est pas dilapidé. Et comme aujourd'hui, les crédits immobiliers, c'est quand même une grosse part du marché du crédit, avec aussi effectivement les crédits à la consommation, mais tu m'as compris, crédit immobilier en termes de volume, c'est quand même assez imposant. Tu ne peux pas dire que l'argent il a été mis n'importe où. Donc, tu peux aussi utiliser ton cerveau et essayer de comprendre ce qui est fait avec l'argent. Ce qui nous amène à la conclusion de cette vidéo. C'est intéressant ce genre de reportage parce que tu te rends compte que finalement, ce qui est colporté n'est pas vraiment la réalité. Et surtout, ce qui est encore plus intéressant, c'est de voir qu'il y a des gens qui ont des problèmes avec l'argent, mais qui ne s'intéressent pas à l'argent et qui du coup passent complètement à côté de leur potentiel financier. Et c'est dramatique. Donc moi, tout ce que j'ai à te dire, et c'est très simple, c'est réfléchis à l'argent. Lis des livres sur l'argent. Moi, je pense que les livres, c'est ce qu'il y a de mieux. Ce n'est pas parce que j'en écris, mais c'est parce que c'est ce que je pense. Je lis des livres sur l'économie aussi pour comprendre comment ça fonctionne. Je lis des livres sur les banques, sur les systèmes financiers, etc. pour comprendre. Après, je le simplifie, parfois même à l'extrême, et je peux comprendre qu'on n'adhère pas du tout à mes manières d'exposer les choses. Parce que en fait, mon but, c'est pas de faire de toi ni un économiste, ni un financier, ni quoi que ce soit. Tu ne le seras jamais. Le but, c'est que tu comprennes sommairement le mécanisme et que tu puisses mettre en place des actions concrètes qui changent ta vie financière parce que tu peux la changer en fait. On peut tous communément changer notre vie financière. Faut-il encore comprendre et mettre en place des actions pour justement qu'elles changent. Mais si tu restes sur des vieilles croyances qui n'amènent à rien et qui ne produisent rien, parce que c'est ça le fond du problème, eh bien il ne se passera rien dans ta vie, j'en suis désolé. Et si par contre, comme moi, tu poses des actions pour qu'il y ait du changement et que le changement s'opère, je ne vais pas te mentir, en immobilier c'est un peu long, c'est vrai, mais ça s'opère quand même, tu seras satisfait et tu verras, quand ça avance, on est content et du coup, on a un peu plus d'argent et quand on en a de plus en plus, notre vie elle change et c'est ce que je te souhaite. Donc si tu as envie d'évoluer, tu vas sur immobiliercompagnie.com, dans l'onglet formation il y a mes formations, dans l'onglet livres il y a mes livres et au pire il y a les coachings dans l'onglet coaching. Tu cliques et on travaille ensemble. Sinon tu me laisses des étoiles et un commentaire là où tu écoutes cette émission et je te dis à très bientôt dans un prochain podcast. Salut!